les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Bienvenue sous le Tiali, une émission mensuelle proposée par l'association ADOS, placée sous le signe de l'échange et des regards croisés. Bonjour à tous, c'est Bertrand, vous écoutez Radio Méga et en particulier notre émission Bienvenue sous le Tiali, réalisée par l'association ADOS. Pour ceux qui ne connaissent pas, ADOS, ça veut dire Ardèche, Drôme, Ourossogui, Sénégal, et c'est une association basée à Valence de solidarité internationale. Jusqu'au mois de juin, vous pourrez nous écouter une fois par mois. On vous parlera du Sénégal, mais aussi de voyages, de solidarité, d'interculturalité d'ici et d'ailleurs. Un petit mot sur le titre de notre émission, Bienvenue sous le Tiali. Le Tiali au Sénégal, c'est un espace matérialisé par des poutres de bois recouvertes d'un toit en branchage tressé, parfois en paille. Et c'est là qu'on se repose, qu'on mange et qu'on échange. Aujourd'hui, nous avons prévu de vous parler d'interculturalité. C'est un mot un peu barbare qui englobe beaucoup d'idées et de concepts. Et comme c'est un sujet très vaste, difficile à traiter en 45 minutes, nous avons décidé de nous intéresser plus particulièrement à l'expérience de Français partis à l'étranger dans le cadre d'un projet de solidarité internationale. Et déjà sur ce sujet, il y a beaucoup à raconter. D'autant plus que je ne suis pas seul, il y a autour de moi du beau monde, à commencer par Anne, historienne de notre dernière émission et participante active. Bonjour Anne. Bonjour Bertrand et bonjour à tous. Il y a aussi Jeanne qui travaille à l'association, qui nous présentera la rubrique culturelle dans un instant, mais qui d'ici là aura également plein de choses à dire sur le sujet du jour. Bonjour Jeanne. Bonjour Bertrand. François, qui est aussi administrateur de l'ADOS, qui a vécu à Matam, au Sénégal, et qui est aujourd'hui technicien radio de circonstance. Bonjour François. Bonjour Bertrand. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Louis Chevalier, cofondateur de notre association en 1985, longtemps président très actif et qui va alimenter notre discussion. Bonjour et bienvenue Louis. Bonjour à vous tous. Et puis nous aurons en duplex dans un instant Claire, qui est volontaire d'ADOS, en direct du Sénégal, à Matam plus précisément, où se déroule l'essentiel de nos actions. Claire y est installée depuis plus de 6 mois et elle nous apportera elle aussi son témoignage. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je me tourne vers toi Jeanne, car tu nous as ramené un petit micro-trottoir réalisé auprès d'apprentis en alternance du CFA Batipaul de Livron, qui sont partis au Sénégal, à Matam exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui, alors, mercredi dernier, j'ai effectivement eu le plaisir d'aller rencontrer 4 jeunes qui ont fait l'expérience du voyage au Sénégal. Alors, malheureusement, il a fallu faire un choix et j'ai essayé de garder tout ce qui concernait leur ressenti et leur bilan d'une telle expérience. Donc vous allez écouter Alan, Alexandre, Grégory et Cyril, et je pense que vous allez aimer ce que vous allez écouter. Je leur laisse la parole. Donc je m'appelle Alan Bonnard, je prépare un bac pro dans les travaux publics. Ça fait 6 ans que je suis apprenti. Alors, je m'appelle Lambert Alexandre, je suis en bac pro TP et j'habite à Parnan, à côté de Romans. Je m'appelle Grégory Elie, je suis en 2e année de plomberie, je vais avoir 25 ans au mois de juin. Je m'appelle Cyril Gontero, j'ai 18 ans, j'habite dans le Vaucluse. Pourquoi vous avez voulu partir dans le cadre de ce projet ? Pour découvrir un autre pays, surtout. Pas vraiment eu le choix de partir, on va dire. En fait, c'est mon collègue qui m'a inscrit. Moi, au début, je voulais pas vraiment y aller. Et puis du coup, il m'a inscrit, ils m'ont choisi. Alors quand j'y suis allé, en fait, je suis pas mécontent d'y être allé. C'était pour voyager, découvrir un autre monde, on va dire. Et découvrir aussi comment ils vivent, comment sont les gens, tout ça, quoi. Pour visiter, pour voir autre chose. Quelle image vous aviez du Sénégal avant de partir ? La pauvreté, un paysage où il n'y a rien, quoi. Là, un peu le désert.
Moi j'avais l'image de la télé au fait. De la télé, de voir les maisons et tout ça. Les petites maisons faites en une espèce de boue et tout ça quoi. Bah, la pauvreté. Très pauvre. Quelle image avez-vous maintenant? Une population dynamique, une autre culture. Bah ça m'a confirmé mes images de télé. Mais après on voit d'autres choses qu'on voit pas à la télé et ça nous change en fait. Quand on est là-bas et qu'on revient ici, ça nous change vraiment de ce qu'on vit là-bas en fait. Méchant culture. C'était quoi le plus important, le voyage ou la solidarité? Les deux. Plus important, la solidarité. Leur faire voir ce qu'on sait faire nous et eux nous faire voir ce qu'ils savent faire surtout. Solidarité, oui. La solidarité. Alors une chose que vous avez apprise sur le monde pendant ce voyage? Qu'il faut pas différencier les autres personnes. On est tous égaux en fait. Bah qu'il y a beaucoup de différences. Beaucoup de différences dans chaque pays, c'est jamais pareil quoi. Je sais pas quoi dire. Qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous la même vision du monde. Une chose que vous avez apprise sur vous-même? Travailler en équipe. Sur moi-même, je sais pas trop. Ça vous a donné envie de repartir? Ouais. J'aimerais bien avoir les moyens et repartir au Sénégal. Ouais, ça m'a donné le goût de voyager. Oui. Oh oui. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Plus de débrouille au boulot. On se débrouille avec peu de matériel, on arrive à faire quelque chose. Pas regarder les autres gens s'ils sont moins bien habillés que nous. Bah ça nous change un peu dans le boulot aussi. On voit que par exemple au boulot nous dès qu'on veut faire quelque chose que là-bas ils nous ont appris, ici ils veulent pas quoi. C'est pas vraiment pareil la même façon de travailler et tout ça. Bah, qu'il faut être plus solidaire entre nous. Ici, je sais pas, on dit bonjour à une personne, elle nous regarde bizarre. Alors que là-bas, on dit bonjour, ils disent bonjour, ça va, tout ça, quoi. Une nouvelle vision du monde. Un mot pour résumer l'ensemble de cette expérience? Un mot. Continuer à faire ça. Très bonne expérience à refaire. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu, c'était magique, c'était super. À refaire. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas que j'ai envie d'y retourner. Non, je conseille surtout à tous ceux qui sont livrons de faire ce voyage. Vivement que je reparte là-bas. Très bien, alors ces réactions sont intéressantes parce qu'elles nous permettent d'entrer dans la première partie de notre émission que nous avons voulu consacrer justement à ces jeunes qui partent dans le cadre d'un projet d'aide internationale. Ces initiatives se sont multipliées au sein même de notre association et ce depuis le début et d'ailleurs Louis Chevalier qui est présent avec nous aujourd'hui peut nous en parler puisque dès le départ, Louis, ça a été un souhait profond de l'association que de faire participer des jeunes, souvent en galère d'ailleurs, à ces projets de développement. Alors Louis, pourquoi ce choix tout d'abord? Et puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroulaient ces chantiers qu'on pourrait presque qualifier de chantiers d'insertion? Oui, c'était vraiment ça. Le pourquoi, c'était simplement que la création de l'association, de la DOS, on voulait surtout pas faire une autre association humanitaire, on voulait pas faire un jumelage, parce qu'il y en avait déjà sur Valence, et puis c'était pas notre souhait. C'était de partager entre deux populations, en disant on a des choses à apporter, mais on a des choses à recevoir. Et d'où notre logo au départ était une main noire et une main blanche qui se tenaient. On a donc voulu demander aux Sénégalais, on disait nous on a un petit peu plus d'argent, on peut vous aider sur certaines choses, mais vous avez un grand cœur et vous pouvez nous aider. Nous on a des jeunes en difficulté dans nos quartiers à Valence. On ne sait pas trop quand même qu'en faire parce que ils sont assez pénibles dans leur quartier, surtout l'été. On voudrait les faire participer à quelque chose d'intéressant et leur faire découvrir qu'il y a d'autres populations qui ont aussi des difficultés mais qui s'en sortent aussi. Voilà, donc tout le départ de l'association ça a été fait là-dessus. On avait des liens privilégiés avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Et les éducateurs se posaient la même question en disant qu'est-ce qu'on va en faire? On fait faire des stages de trial dans l'Ardèche, mais après ça fait des jaloux et ceux qui n'ont pas fait de bêtises, ils disent il faut faire des bêtises pour que le juge nous envoie dans l'Ardèche faire de la moto. Donc on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire avec le Sénégal et avec Ourossogui. Alors
Vas-y, excuse-moi Anne. Et comment ont réagi ces jeunes alors quand ils sont partis au Sénégal? Alors les jeunes, ils réagissent toujours très très bien. Ils retrouvent les mêmes qu'eux, des jeunes qui ont les mêmes problèmes. Ils ont souvent la même religion en plus. Ils sont très très vite. Moi, j'ai fait plusieurs voyages comme ça. 2 jours après, ils ont tous des copains, des copines. Tout va bien, quoi. Ils sont dans leur élément et on dirait qu'ils sont chez eux. Louis, juste, si je me souviens bien, et c'est important de le noter, c'est que en plus, ces jeunes-là, on leur offrait pas un voyage comme ça au Sénégal, c'est-à-dire qu'ils travaillaient avant, Ah oui. ils préparaient le séjour, y compris financièrement. Je me souviens en faisant des chantiers de oui. peinture, de rénovation, Oui. ici en France, c'est ça? Oui, c'est toujours été le principe. C'est pas une récompense et c'est pas gratuit. Et tout le monde a payé. Alors à l'époque, il y avait un système qu'on appelait les TUC, où on pouvait embaucher dans les mairies, dans les associations, des jeunes comme ça. Et beaucoup faisaient ça à l'hôpital, à la mairie de Valence, un peu partout. Et tous payaient leur billet. C'était 250 francs à l'époque. Mais c'était beaucoup. Il fallait qu'ils fassent des économies et ils travaillaient beaucoup. Mais ça, c'était le principe. Oui, exactement. Ouais. Et tu as gardé des contacts avec certains de ces jeunes. Enfin, je sais qu'il n'y a pas très très longtemps, tu en as revu un qui maintenant doit avoir une 50aine d'années. Ben bien oui, sûr. voilà, le problème c'est que chacun a fait sa vie, est parti d'un côté et d'autre. C'était des gens quand même en grande difficulté parce que tous ceux qu'on amenait là-bas, c'était des gens qui avaient affaire au juge des enfants et qui avaient été, on en a même pris en prison, qu'on a ramené après. C'était des gens quand même en grande difficulté. Mais la vie fait qu'au bout d'un moment, avec toutes les actions qu'il y a eu, ben, ces gens ont fait leur vie. J'ai rencontré au Polygone, il n'y a pas très longtemps, un gars qui avait deux enfants, et on a discuté, et pour lui, c'était, il m'a redit ce que beaucoup m'avaient déjà dit. Mon voyage, mon séjour à Ourossogui, c'était un moment très fort de ma vie et je m'en rappellerai tout le temps. C'est très fort, c'était très fort pour eux. Et je revois aussi des Sénégalais, quand je vais là-bas, qui ont vécu avec les jeunes et qui disent la même chose. Ils disent quand les jeunes Toubab étaient là, ça a été super, qu'est-ce on était bien. Voilà. Bon, très bien. D'autres questions ? Non ? On poursuit, peut-être on va s'offrir une petite pause musicale avec un groupe valentinois mais aux origines très diverses qui s'appelle Kalouo et que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur scène. Je les ai vus récemment et c'est un régal. Mama, oh my God.
Yinky, Yinky, Yinky. Alors, bienvenue sous le Tiali continue avec comme thématique l'interculturalité. Et pour enrichir la discussion, nous avons le plaisir d'accueillir Claire au téléphone en direct de Matam au Sénégal. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Et vous ? Eh ben écoute, ça va. Nous, on est sous la pluie, il fait 4 degrés. Et toi ? Moi, il doit faire 35 degrés. Par contre, il n'y a pas de soleil, c'est un peu tempête de sable. Il y a de la poussière dans l'air, quoi. D'accord. Bon, très bien. Est-ce que Claire, tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs ? Oui, alors, moi j'ai 28 ans et je suis à Matam depuis 5 mois. Et je suis en volontariat de solidarité internationale pour 2 ans, donc avec l'association ADOS. D'accord. Alors, Claire, donc en préparant cette émission entre nous, on a essayé de nous interroger un petit peu sur ce qui pousse à partir, puisqu'on a à peu près tous autour de cette table une expérience dans le domaine. Et j'aimerais que chacun puisse un petit peu redire ce qu'il en est pour lui. Claire, tu t'es engagée donc toi pour 2 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a motivé ? Mes motivations, il y en avait plusieurs, mais alors la première, je pense que c'était vraiment la découverte culturelle. Et l'avantage de partir 2 ans, c'est qu'on a une approche assez approfondie en fait, quoi. Que on apprend tous les jours à comprendre les gens, comment ils fonctionnent ici et pourquoi ils sont comme ils sont, et c'est moins superficiel que du tourisme, quoi. En quoi ça change ? C'est quelque chose qui s'inscrit plus dans la durée et en fait c'est l'intégration, quoi. Moi je cherche à m'intégrer parmi les gens ici, à vivre avec les mêmes moyens qu'eux et à rencontrer les mêmes problèmes qu'ils ont. Alors que quand on reste dans le cadre du tourisme un peu confortable, tranquille, on n'a pas les mêmes sujets de conversation et on ne se rend pas compte des problématiques locales, quoi. Ouais, d'accord. En fait, c'est vrai qu'on part souvent avec des a priori, avec des idées toutes faites. C'était un petit peu ton cas. Est-ce qu'il y a une grande différence entre la réalité de terrain que tu as pu découvrir et puis justement ces a priori que tu pouvais avoir ? Moi, ce qui m'a surprise, c'est par rapport par exemple, la thématique des déchets ou de la pauvreté. Bien sûr, j'étais sensibilisée à tout ça par des documentaires et quelques connaissances avant de partir. Mais en fait, quand on y est, c'est la réalité. C'est presque plus choquant au début. C'est plus choquant au début ? Ouais. Au début, je me rappelle que c'était un gros choc. Et puis en fait, maintenant que je me suis faite, je le vis moins comme un problème. C'était quoi qui était choquant en fait ? Alors les déchets qui sont présents partout, dans la rue, près des fleuves, l'eau qui peut être polluée, oui, qu'il faut traiter, et puis ce qu'on va appeler pauvreté, enfin les difficultés des gens pour avoir de l'eau, pour cuisiner, pour se laver, pour nettoyer. Ou alors les coupures d'électricité qui sont fréquentes, ou même ne pas avoir l'eau ou l'électricité chez soi. D'accord. Quand on le voit et quand on le vit au quotidien, c'est pas du tout la même chose que le voir en reportage à la télé. Ah, certainement. J'ai envie de me tourner vers Jeanne, parce que Jeanne, en fait, elle a aussi une expérience un petit peu sur du moyen terme. T'es partie en Inde, Jeanne, je crois. Oui. T'es partie pendant 6 mois, c'est ça ? 8 mois. 8 mois. Alors toi aussi, t'es partie avec une idée un peu précise, tu avais envie de faire quelque chose de bien, et puis une fois qu'on se retrouve là-bas sur place, justement la perception des choses change. Tu peux nous expliquer un petit peu ? Oui, c'est vrai que je me retrouve beaucoup dans ce que disait Claire, et puis les jeunes du CFA, on part déjà pour la découverte culturelle, pour voir autre chose, et puis après quand on est sur place,
on se rend compte que les motivations du départ sont parfois un peu superficielles, c'est-à-dire que au début, on est très centré sur soi-même, on a envie de découvrir, de grandir un peu, et puis en fait après, quand on est là-bas, on se rend compte aussi que il y a une autre réalité, et puis que c'est un vrai défi d'être sur place, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, parfois c'est pas forcément facile, et puis c'est vraiment une expérience particulière. Alors j'ai envie de poser la question autant à toi qu'à Claire qui est au Sénégal, hein. Est-ce qu'on part aussi pour justement combler, on va dire, un besoin de reconnaissance? Alors c'est vrai que pour ma part c'est un peu le côté qui est difficile à assumer, de se dire qu'on part plus pour les autres que pour soi-même, enfin pour le regard des autres plus que pour soi-même. Et c'est vrai mais on se rend compte en fait qu'une fois sur place, la reconnaissance a peu d'importance et que il y a autre chose à faire. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, mais c'est vrai que la reconnaissance des autres est importante finalement. Claire, tu en penses quoi? Que la reconnaissance des autres, c'est vrai que c'est important quand on part en volontariat et tout, c'est valorisant. Mais je suis d'accord avec Jeanne quand elle dit qu'on était très centré sur soi-même en partant, et moi ce voyage, en fait, ce travail, c'est vraiment quelque chose qui m'apprend à me connaître. C'était un challenge pour moi et ça l'est toujours. Ouais, c'est un défi, mais c'est très enrichissant personnellement. Alors moi, vous en avez parlé toutes les deux, et j'ai envie juste d'insister un petit peu là-dessus. C'est vrai que je pense que quand on part sur des séjours courts, je pense que Louis, tu pourras confirmer ce que je dis. On a de la part des gens une espèce de regard bienveillant sur soi, enfin qui est un peu flatteur, quoi, hein, puisque on arrive pour aussi aider les populations, etc. Et je pense qu'effectivement tout change quand on est sur des missions beaucoup plus longues où on a à vivre avec les gens. Et j'ai bien aimé, François, si tu peux nous redire ce que tu nous avais dit pendant la préparation de cette émission, puisque François aussi a vécu plusieurs mois à Matam, et tu nous parlais justement de ça. Oui, Bertrand, donc la vraie différence que moi je trouvais entre les séjours courts et les séjours longs dans l'acceptation et donc par l'autre, c'est que quand on arrive au début, quand on reste pour un séjour court, on est apprécié pour ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on est le visiteur, on est donc le toubab qui vient découvrir le pays, donc on est accueilli comme un hôte. Mais quand on reste longtemps, comme je l'ai fait moi ou comme le fait Claire en ce moment, au final, on finit par être apprécié pour ce que l'on fait, et justement de se sentir vraiment intégré par les gens d'ici. Et moi, j'ai une petite anecdote personnelle. Je suis revenu au Sénégal en janvier à Matam, et ça m'a fait énormément plaisir quand dans les rues, les petits-enfants m'appelaient encore par mon prénom. Donc ça, c'est des petits signes qui montrent que finalement on a partagé des choses en commun, et que ça, c'est des choses qui ne peuvent apparaître que quand on reste longtemps sur place. Alors qu'effectivement, quand on reste sur des séjours courts, les enfants nous appellent Toubab pour dire le blanc, et c'est toute la différence. Louis, tu as un mot à dire là-dessus? Moi, je pense que pour moi personnellement, j'ai fait beaucoup de petits séjours, mais beaucoup en 25 ans. Je crois que tu en as fait 70. Hein. Oui, j'en ai fait, je crois, 70. Quelqu'un mais je trouve que j'ai gardé des amitiés, j'ai créé des amitiés par ces petites présences qui sont très très fortes, quoi. J'ai de temps en temps des coups de fil encore de gars de là-bas qui me disent tiens Louis, il y a longtemps qu'on t'a pas vu. Tout ça. Il y a des amitiés qui sont créées, et moi personnellement, je me sens très très proche. Maintenant je suis vieux, mais je rêve de retourner là-bas. Parce que c'est très accueillant, on se sent bien, et les Africains sont très forts en amitié. D'accord, donc l'heure tourne, y a Anne qui commence à me faire des gros yeux. C'est vraiment un sujet qui mériterait qu'on lui consacre davantage de temps. De ce que l'on entend, on comprend que seul ce type de mission en fait, permet d'apprendre de l'autre aussi, hein, permet de façonner son regard sur l'autre. Comprendre aussi que les points de vue finalement sont aussi divers et nombreux qu'il y a d'hommes sur cette terre. François, tu nous as dit en préparant ce sujet que quand tu étais à Matam, tu te livrais souvent à des sondages d'opinion.
auprès des habitants matamois. Et aujourd'hui, tu as refait cette expérience, mais avec des sujets d'actualité. Oui Bertrand, en fait l'information, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une donnée brute, mais le résultat de différents filtres et analyses. C'est pourquoi il est intéressant de voir comment des sujets d'information majeurs sont interprétés par des gens en France ou au Sénégal. Ces dernières semaines, l'actualité est dominée par 2 événements majeurs, les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi et la crise ukrainienne. Donc on a simplement demandé un avis sur ces sujets à différentes personnes prises au hasard cette semaine en Ardèche et à Thiès, la 2e ville du Sénégal. Alors on va commencer par le positif, on va commencer par les JO. Oui Bertrand, donc pour la plupart des Ardéchois interrogés, ces JO sont un événement positif. Pour plusieurs d'entre eux, cela permet de mettre en lumière des sportifs méritants mais éloignés du star system. Roger, ouvrier à la retraite, résumait cela très bien, c'est voir des gens qu'on ne connaît pas faire des sports qu'on ne connaît pas. L'idée de patriotisme est revenue souvent. Une dame me disait, quand on a une médaille d'or, c'est l'occasion d'entendre la Marseillaise. Sinon, on ne l'entend jamais. Une 3e idée forte exprimée est une comparaison entre le sport monopolisant le temps d'antenne habituellement, donc le football. Donc on nous disait, pourquoi on nous diffuse toujours du foot et jamais du biathlon ou du halfpipe ? Ces sportifs nous changent de l'attitude des footballeurs. En revanche, les polémiques liées à l'organisation de ces Jeux en Russie n'ont été relevées par personne. Et les JO, la perception des JO au Sénégal ? Cette question a suscité l'étonnement. Le Sénégal a une culture sportive très riche. La vie s'arrête pendant un match des Lions de la Teranga ou un combat de lutte frappée. Mais le Sénégal n'a jamais connu la neige et la quasi-exclusivité des sports pratiqués lors des JO sont inconnus là-bas. Avec les résultats de cette petite enquête, varient entre incrédulité, indifférence, intérêt amusé, voire même sarcasme. Plusieurs personnes ont répondu qu'elles ne savaient pas que des Jeux Olympiques d'hiver existaient et que cela ne les concernait pas. Certains suivaient assidûment les Jeux par la télévision, d'autres regrettaient l'absence d'Africains dans ces disciplines, même ceux de la diaspora, mais la plaisanterie n'était jamais loin, et elle peut être résumée par cette belle phrase entendue là-bas, « Les JO d'hiver, c'est pour permettre aux Toubabs de gagner des médailles ». D'accord. Changeons de sujet, l'Ukraine. La crise ukrainienne est l'information internationale la plus présente en France ces derniers jours. Les commentaires entendus en Ardèche oscillent entre la compassion pour la population ukrainienne et le sentiment de déjà-vu, avec des phrases comme « hier c'était en Afrique ou au Moyen-Orient, aujourd'hui c'est en Ukraine et demain où est-ce que ce sera ?» S'expriment aussi des regrets de non-intervention de la communauté internationale ainsi que des critiques dures sur le comportement du président ukrainien. Plus généralement, les réponses reflètent une crainte globale sur l'état du monde et sur son avenir. Et l'Ukraine vue de Thiès, au Sénégal ? Au Sénégal, les réactions recoupent celles entendues en France pour la compassion pour les victimes et le regret des violences, mais des nuances existent. Plusieurs personnes interrogées étaient très étonnées que des situations comme celle-ci puissent se produire en Europe. On entendait, d'habitude, c'est chez nous que ça se passe, qu'est-ce qui lui prend au président ukrainien ? Et la non-intervention de la communauté internationale est également pointée, avec certains reproches. Quand c'est en Afrique, les militaires occidentaux viennent, mais quand c'est en Europe, ils ne viennent pas. Une dernière réflexion entendue résume tout cela. L'Ukraine devrait prendre exemple sur le Sénégal. Sur ce point, je ne saurais les démentir. Alors au final, François, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 exemples ? D'abord, une petite chose importante, c'est cette petite chronique n'a pas la prétention d'être une étude sociologique poussée. C'est juste un instantané, des ressentis. Et ce que je voulais dire, c'est que ces thèmes n'ont pas été choisis au hasard. Ils étaient porteurs de réelles différences de point de vue entre Sénégalais et Français. Pour les JO d'hiver, en France, c'est une manifestation institutionnalisée et suivie. En témoignent les audiences pour les médias qui retransmettent les événements, alors qu'au Sénégal, elle reste confidentielle. L'actualité ukrainienne s'est invitée en force dans les médias français. Et ces réactions de peur s'expliquent par le fait que la guerre se rapproche. L'instabilité touche le monde. Au Sénégal, pays frontalier du Mali, de la Guinée, cette actualité résonne d'un son différent, presque du déjà-vu. Pourtant, il serait dangereux et surtout faux de considérer les Français et les Sénégalais comme des blocs homogènes. Les réponses très variées le confirment. Chaque information est comprise par chaque individu en fonction des codes culturels de l'endroit où il vit, bien évidemment, mais aussi en fonction de son éthique personnelle, de sa curiosité et de ses goûts. La notion de citoyen du monde prend tout son sens ici. Super, merci beaucoup François pour cette enquête. Claire, tu es toujours avec nous ? Oui, tout à fait. C'est des sujets que tu as pu débattre, toi, avec les habitants de Matam, les JO et puis l'Ukraine ? Alors, l'Ukraine, pas du tout. Et les JO, un petit peu. Et j'ai retrouvé exactement ce que François disait,
qu'il y avait beaucoup de gens qui ne se sentaient pas concernés et beaucoup de plaisanteries sur le sujet, quoi. Que ça concernait plus les toubabs. D'accord. Claire, on est obligé d'avancer un petit peu dans notre émission. On va devoir se laisser, mais avant, je veux quand même te laisser la parole. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport à notre sujet du jour ? Je voudrais inviter tous les jeunes qui ont le projet de partir à l'étranger de le concrétiser et de surmonter leur peur, parce que c'est vraiment quelque chose de super et ils apprendront beaucoup de choses. Bon, super, très bien. Merci beaucoup Claire d'avoir été présente pendant cette émission. Bonne continuation à toi. Et puis nous allons passer donc à une petite pause musicale avec un duo. Ablaye Sissoko et Volker Goetz. Donc l'un est sénégalais, issu d'une famille de griots et joue de la kora. L'autre est trompettiste allemand et vit à New York. Et c'est une belle rencontre d'univers urbain et d'espace africain que nous vous proposons. Il est temps de retrouver la chronique d'Amédine et son personnage fétiche et fictif, Mamadou, dans de nouvelles tergiversations. Bonjour Mamadou. Bonjour à toutes et à tous, ici Mamadou. Je reviens pour cette deuxième chronique pour vous parler encore une fois de l'Afrique. L'Afrique est un pays, on appelle ses habitants les Africains et évidemment ils parlent tous africain. Rassurez-moi, vous parlez africain vous ? Bien sûr que non, je vous charrie. Mais moi non plus, je ne parle pas africain. Qui peut retenir le nom de tous les pays d'un continent ? Il faut être raisonnable. 54 États, c'est pas rien. Qui peut retenir le nom de toutes les langues et les dialectes d'un continent ? Il faut être réaliste. Il en existe plus de 2000.
Je sais, certains vont me dire, mais de quelle Afrique tu nous parles? Ces pays n'existent que dans ta tête. Quelle Afrique? Eh bien, l'Afrique pardi, cette immense côte de bœuf au-dessus de l'Europe qui flotte entre l'Amérique du Sud et l'Inde. Vous allez me dire, je ne comprends pas, l'Afrique c'est un continent. Vous allez me dire, il y a une Afrique géographique, mais pas d'État portant ce nom, encore moins de pays. L'Inde, par exemple, les Indiens, c'est plusieurs religions, c'est énormément de langues, mais c'est un même pays, c'est même un État qui pèse dans la balance mondiale. Mais l'Afrique, c'est un pays imaginaire, une belle idée, seulement une belle idée. Un rêve, quoi. Bon, souvent un cauchemar aussi, mais que veux-tu? Ça comporte des risques de vouloir intégrer 54 pays dans un seul État. Mais si le pays Afrique n'existe pas, pourquoi on ne cesse de rassasser la chanson Afrique par-ci, Africa par-là, déclinée dans toutes les langues, sur tous les tons? Le moindre boubou sénégalais, le moindre proverbe moussi, la moindre danse congolaise n'est ni sénégalais, ni moussi, ni congolais, mais africain, non? Alors qu'il y a autant de distance entre un sonnant de Zambie, un fang du Gabon et un peul qu'entre un portugais et un finnois. Vous allez me dire, oula, dis calme l'ami africain. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où veux-tu en venir, l'ami? Eh bien, voilà où je veux en venir. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Vous allez me dire, mais ça, tout le monde le sait, l'ami. Eh bien, pas assez à mon avis. L'interculturalité est un bien joli mot, mais quand il s'agit de l'Afrique, faut bien l'admettre, on devient paresseux. Si tout le monde le sait, pourquoi tout le monde me demande toujours si je suis africain? Peut-être suis-je suranné, mais je n'arrive pas à comprendre quelqu'un qui me dit « Moi, j'ai fait l'Afrique », alors qu'il a passé juste une petite semaine sur la petite côte sénégalaise. Pas plus qu'un autre qui me dit « J'ai une amie qui est mariée à un Africain ». Encore moins tous ces gens qui dansent, mangent, s'habillent africains. Mais de quelle Afrique parle-t-il ? Imaginez, à chaque fois que vous croisez un blanc quelque part, vous lui lancez tout de go comme ça. Tu viens d'où, toi? Tu es français, non? Imaginez que ce soit un Néo-Zélandais ou un Australien. Vous allez me dire, la question se pose rarement dans ces termes. Pourquoi la pose-t-on donc alors en ces termes aux Africains? Vous allez me dire, un Congolais, c'est un Africain? Cela va de soi. Oui, mais tous les Africains ne sont pas des Congolais, pas plus qu'ils ne dansent le cha-cha et la rumba. Là, c'est moins évident. Si c'est pas important de faire la différence, alors pourquoi tout le monde se tient à créer tous ces États et à leur donner des noms? On aurait bien pu aussi les appeler néants. Pourquoi se fatiguer à retenir des noms de pays si personne ne les nomme et que Sainte-Afrique est là pour désigner tous ses habitants? Par exemple, à la tribune de l'ONU, quand le tour des Africains arriverait pour les discours, on dirait « Maintenant, c'est le tour de néant ». On verrait alors les chefs d'État des 54 pays se lever en même temps, se diriger vers la tribune officielle et parler en même temps, dans les 2000 langues connues du continent. Vous allez me dire tout ça n'a aucun sens, une chose pareille n'arrivera jamais. Bien sûr, faire des raccourcis sur les identités de plus d'1 milliard de personnes n'a évidemment aucun sens. Remarque, si une telle chose arrivait, on dirait « Mais regardez les Africains, ils ne nous étonneront jamais assez. Pour une fois, ils parlent d'une seule voix. En plusieurs dialectes, certes, mais d'une seule voix. » Vous allez me dire « Mais où vas-tu chercher tout ça? Tu dois effectivement être tout seul à t'en soucier. Pourquoi faire une chronique sur une évidence même? » Eh bien, les raccourcis. Si nous ne prenons garde, ils mènent à toutes les dérives. Depuis que je vis en Europe, je me dis que je devrais écrire sur mon front, l'Afrique c'est un continent, c'est pas un pays. Ça, c'est mon sacerdoce. Merci beaucoup Amédine et merci Mamadou. Je me tourne très vite vers Jeanne, on a pris un petit peu de retard. Jeanne qui, comme chaque mois, nous dégote une perle culturelle en lien avec notre thème du jour. À toi Jeanne. Oui. Alors, les amateurs du 9e art vous le diront probablement, raconter ses voyages en bande dessinée est devenu très tendance. Les BDistes, amateurs ou professionnels à montrer le monde dans des bulles, sont si nombreux qu'on en arriverait presque à être lassé avant même d'avoir ouvert ses carnets de voyage. Ceux qui ne le connaissent pas pourraient donc croire que Guy Delisle ne fait que surfer sur la vague, mais ça serait être mal informé. Cet auteur québécois a commencé à dessiner ses aventures et mésaventures autour du monde il y a plus de 15 ans, et a influencé de nombreux dessinateurs ayant tenté l'expérience par la suite.
Après avoir emmené ses lecteurs en Chine, en Corée et en Birmanie, Guy Delisle a plus récemment choisi de raconter son année à Jérusalem, où il a vécu avec ses 2 enfants et sa compagne, salariés de Médecins sans frontières. Au fil des 300 et quelques pages de ses chroniques de Jérusalem, Guy Delisle nous montre les aspects de son installation dans un pays étranger, la création d'un nouveau quotidien, la découverte d'un environnement inconnu, les rencontres ou encore les incompréhensions qui persistent malgré le temps qui passe et les connaissances qui s'accumulent. Son livre donne aussi l'occasion d'approcher un milieu particulier, celui des expatriés, majoritairement salariés d'ONG, qui travaillent dans des zones de conflit. En plus de leur quotidien, Guy Delisle nous montre, parfois avec cynisme, les dommages que la situation de crise peut causer sur ces individus. Sans prétendre faire un reportage journalistique sur la situation complexe de Jérusalem et de sa population, l'auteur parvient à donner une autre vision de cette zone de conflit dont on entend si souvent parler. Il montre la routine des habitants, les cohabitations surprenantes, mais aussi les injustices et les absurdités causées par les conflits. On apprécie la simplicité du message et on se retrouve dans les yeux de cet observateur qui n'oublie jamais de mêler l'humour à ses descriptions. Plus que de voyage, c'est d'adaptation dont nous parle Guy Delisle, avec dès le début une question qui apparaît. Comment vais-je vivre cette expérience dans ce lieu que je ne connais pas ? Beaucoup de ceux qui ont fait l'expérience de la vie ailleurs se reconnaîtront dans ce mélange de doute, d'excitation et de crainte qui occupe l'esprit à l'aube de chaque nouveau départ, mais qui disparaît vite dès les premiers jours. À ceux qui voudraient s'y plonger ou s'y replonger, je conseille donc la lecture de Chroniques de Jérusalem, ainsi que celle du blog de Guy Delisle, dont vous retrouverez la référence sur le site internet. Merci Jeanne, et avant de terminer cette émission, nous allons faire un petit tour du côté d'Ados, les actus avec Anne. Alors, lors de notre première émission le mois dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé rapidement de la force d'Ados qui passe par tous les salariés au Sénégal comme en France. Alors Louis qui est là pourrait me valider ce que je vais vous dire. Là, c'est que depuis 89, on embauche des salariés à Ados. Et depuis, ils sont nombreux, autant à Valence qu'au Sénégal. De fait, c'est bien au Sénégal qu'ils sont le plus nombreux, une douzaine, des Sénégalais bien entendu. Leur savoir-être et leur savoir-faire sont une richesse pour notre association. Mais il y a aussi 3 volontaires, dont Claire qui a participé à l'émission tout à l'heure. À Valence, nous venons d'accueillir Sandrine Vincent. L'équipe est maintenant forte de 5 salariés et 2 volontaires civiques, dont Jeanne, qui participe activement à notre émission, pour lui donner du fond. Revenons à Sandrine. Sandrine est chargée de mission coopération et migration. Elle a 7 années d'expérience sur des projets de solidarité internationale, notamment au Mali. C'est un atout pour nous et nous lui proposerons certainement, lors d'une émission, de venir nous présenter un des projets qu'Ados lui a demandé de mettre en place. La deuxième volontaire n'est pas encore arrivée à Valence. Elle arrive courant mars. Elle est actuellement à Matam, mais je vous la présente quand même. Il s'agit de Thérèse Etali Diatta. Thérèse inaugure un nouveau dispositif qui permet à de jeunes Sénégalais de venir en France comme volontaires. Vous pouvez constater qu'une nouvelle fois, la réciprocité si chère à Ados a tout son sens. Je vais être un petit peu provocante. Pourquoi vient-elle ? Pour nous aider ? Certainement, elle va nous aider à revoir nos certitudes en mettant peut-être le doigt sur certaines de nos habitudes qui pourront la surprendre. C'est cela aussi l'interculturalité. Est-ce que tu as des événements à nous signaler pour le mois de mars, Anne ? Oui, bien sûr, il y en a un qui est assez important. C'est depuis plusieurs années, des jeunes d'Unicité animent à Valence la journée mondiale de l'eau, le 22 mars. Cela tombe bien, c'est un samedi. Anaïs, Amina et Kitri, toutes 3 volontaires, vous proposeront des animations autour de l'eau. Je vous invite fortement à venir nous rejoindre à la Fontaine Monumentale de 14h à 16h30 le 22 mars. Pour avoir participé aux animations d'Unicité l'année dernière, je trouve qu'ils sont très pertinents et je vous encourage vivement à venir les rejoindre. Voilà, il faut qu'on aille très vite maintenant. Je crois que tu souhaites aussi nous parler d'un événement culturel Andromardèche, en 2 mots. Oui, il s'agit d'un événement ardéchois qui va se passer à Privas le 28 mars, 20h30. C'est un concert-conférence percutant autour du fleuve Sénégal. Vous comprenez que nous puissions le relayer, c'est tout à fait dans le sens de notre émission. Voilà, il me reste à vous remercier beaucoup. Merci à Claire, à Amédine, à Louis Chevalier présent ici. Merci à Radio Méga et à vous, très chers auditeurs. Sachez que vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Méga, Ondiarama. Ondiarama.